Rédacteur en chef à venir prendre la parole. Merci Daniel, bonsoir tout le monde. Donc, oui, je suis Sami Khalid, je suis le rédacteur en chef du Chaînon depuis 6 ans déjà. D'habitude, c'est moi qui suis le maître de cérémonie pour les lancements du Chaînon. Je suis très heureux ce soir de vous accueillir ici aussi et en fait de ne pas être le maître de cérémonie. Donc, je vais me limiter à quelques minutes pour vous parler du Chaînon et vous livrer quelques messages par rapport à ce numéro qu'on sort ce soir. Donc, j'ai en fait deux messages à partager avec vous. Un qui est positif, l'autre qui l'est un petit peu moins. Je vais commencer par le côté un peu moins souriant de la chose. Vous m'avez peut-être entendu en entrevue cet après-midi à Radio-Canada et vous allez lire mon mot du rédacteur dans ce numéro du Chaînon. Surprise, un peu consternation en même temps. On a appris récemment que le Chaînon est la dernière revue franco-ontarienne. Pourtant, vous allez me dire, il y a plein de magazines, il y a plein de journaux, il y a plein de bulletins de nouvelles qui existent. Comment ça se fait que vous pouvez dire que c'est la dernière revue? En fait, au début 2018, il en restait deux, le Chaînon et la revue Liaison. Et fin mars 2018, donc il y a quelques semaines en fait, les éditions L'Interligne, qui ont publié la revue Liaison pendant très longtemps, ont annoncé qu'elles cessaient la publication de cette revue-là après 40 ans d'existence. La revue Liaison s'occupait de faire la promotion de sujets qui parlaient, de sujets qui touchaient en particulier aux arts, au théâtre, à la danse. C'est une revue artistique, une revue du monde des arts et de la culture qui avait été créée donc il y a 40 ans par Théâtre Action et qui avait été reprise professionnellement par les éditions L'Interligne. Les éditions, donc les éditeurs de la revue Liaison ont fait, entre autres, part de plusieurs problèmes qui marquent vraiment la conjoncture actuelle dans le domaine de la publication, du monde de l'édition, entre autres des magazines. Baisse des revenus publicitaires, baisse des abonnements, baisse de la présence en librairie, l'intérêt des libraires, l'intérêt des gens aussi par rapport aux revues. La présidente du conseil d'administration a mentionné « le besoin n'est plus là, les gens s'alimentent autrement ». Et ça nous touche particulièrement, nous ici au RPFO et nous, moi, pour la revue Le Chaînon, parce que c'est la même chose qui se passe pour notre revue. On voit que la vie est difficile et on est très conscient de cette réalité-là qui est qu'on est la dernière revue franco-ontarienne. Je précise, revue grand public, revue non institutionnelle, parce que oui, il reste des revues publiées par les universités ou associées à des organisations, des sociétés professionnelles, donc qui ont du financement un peu plus, mais nous, c'est pas notre cas. Je fais le lien aussi avec un article que j'ai vu dans les journaux hier seulement, donc c'était sur le site de TFO, c'est l'APF, nos collègues, en fait, les gens qui hébergent le RPFO jusqu'à la fin de ce mois-ci, l'Association de la presse francophone qui lançait un dernier cri pour plusieurs journaux en situation minoritaire, donc encore une fois, nous en Ontario, entre autres. Et donc, le président de l'APF disait il y a de moins en moins de financement et je ne sais pas si l'intérêt n'y est plus, mais ça devient très difficile pour les journaux. Donc, vraiment, il faut qu'on soit conscient de ça. Je suis content de m'adresser à un grand auditoire aujourd'hui. Il faut continuer à lire, il faut continuer à soutenir nos institutions culturelles et le Chaînon c'en est une de ces institutions-là. Donc, c'est un message que je voulais vraiment souligner ce soir. Cela dit, c'est triste, c'est inquiétant.
mais tout n'est pas seulement noir. Il faut bien insister sur le fait que le RPFO et l'équipe du Chaînon qui s'occupe de cette belle revue sont très conscients de la situation et on essaie de multiplier les idées et les projets pour maintenir cette revue, notre revue, et la rendre encore plus pertinente et attrayante. Donc, on a des idées, on s'est réunis la semaine dernière, on continue à y réfléchir. Si vous avez des idées, je vous invite à les partager avec nous. On est plein de ressources et on va trouver des façons de continuer à faire vivre la revue. Et je souligne que cette année, on célèbre le 35e anniversaire du Chaînon. 35 ans. Donc, le Chaînon, qui a débuté comme simple petit bulletin de nouvelles en noir et blanc en 1983, ça a été le bulletin de nouvelles de la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie. Eh bien, on publiait des lignées comme ça, simplement avec un nom de famille, et puis il y avait très peu de texte pour associer à ça. C'est devenu, depuis 2014, une revue sur papier glacé, avec des textes beaucoup plus fouillés, 68 pages réguliers. On est très fiers de ce qui est produit, et je crois qu'ensemble, il faut qu'on soit fiers de cette revue. Donc, la dernière qui parle vraiment de nous, les Franco-Ontariens, qui parle de la culture canadienne-française, qui parle de nos idées, de nos valeurs. Et donc, c'est ça que vraiment je veux célébrer ce soir ici, 35 ans de cette belle revue-là. Voilà. La diapo suivante. Quelques-unes des couvertures des derniers numéros. Je ne veux pas trop insister sur le contenu de cette revue parce que j'espère que chacun d'entre vous va en avoir une copie et va la lire du début à la fin, d'une couverture à l'autre. Je veux simplement mentionner, Frédéric, quelques-uns des articles dont on ne va pas parler ce soir. Si vous avez encore la moindre hésitation par rapport au fait d'en acheter un exemplaire, il ne devrait plus y en avoir après. Paul-François Sylvestre, la première image, fait un retour sur toutes les revues franco-ontariennes qui ont existé et donc énumère un peu celles qui ont disparu au fil des ans. Et vous allez voir donc ce constat dont je parlais, il en parle bien là. Monsieur Aubry, qui est présent ici ce soir, nous parle de sa famille. Les Aubry, en partant de Montebello, bon, ils venaient d'ailleurs au départ, mais Montebello et comment ils se sont installés dans la région d'Ottawa, un sujet très intéressant. Daniel Carrière-Paris, qui va nous parler dans quelques instants, a fait plusieurs articles, comme d'habitude pour la revue, mais un dont elle ne va peut-être pas nous parler trop longtemps ce soir, porte sur Thérèse Frère, qui est une artiste pastelliste de la région ici, et une dame vraiment extraordinaire qui a accepté qu'on mette en couverture une de ses belles peintures. Donc vous voyez le choix de cette image pour la couverture. On voulait faire un lien entre l'article, la biographie et la généalogie de Madame Frère, le thème des sœurs de la charité et de la religion avec le choix de cette église-là. Et c'est une image aussi qui se prêtait bien à notre édition de l'été, je crois. Donc, on est très heureux d'avoir pu parler à Madame Frère et d'avoir eu son autorisation pour utiliser cette image-là. On parle aussi depuis quelques numéros et beaucoup dans la page Facebook. Si vous n'avez pas déjà l'occasion d'avoir vu la page, s'il vous plaît, allez la consulter, abonnez-vous. Tous les jours, toutes les semaines, je mets un message lié à l'actualité, un message qui parle d'histoire, de généalogie, de patrimoine, de culture francophone au Canada. Et on parle de plus en plus ces temps-ci, les gens sont très intéressés par la recherche de généalogie génétique, donc les tests d'ADN et qu'est-ce que ça nous apprend sur nous
et sur nos ancêtres et sur les endroits d'où on vient. Eh bien, il y a quelques années, je me souviens plus de l'année, c'était il y a une dizaine d'années, je crois, qu'on avait publié le fameux article sur Catherine Pillard et ses origines. Donc, c'est une fille du roi, une femme ancêtre de bien des Canadiens français, dont on sait qu'elle venait de France et dont les tests généalogiques à l'époque, il y a une dizaine d'années, révélaient qu'elle avait en fait des ancêtres autochtones. Et ça a créé un peu, ça a créé toute une controverse et ça a remis beaucoup de choses en question. Donc, on a fait, Daniel a fait un petit article, un petit résumé de cette situation-là. Donc, encore une fois, la généalogie génétique, la généalogie qui progresse au 21e siècle et qui prend d'autres formes. Je passe rapidement. Deux autres articles. Il y en a un sur le droit. C'est intéressant parce que c'est un ancien professeur de l'Université Laurentienne, c'est ça, Guy Gaudreault, qui est à la retraite aujourd'hui, qui a déniché une source très intéressante de documents sur le droit et entre autres le journal d'un ancien employé du droit. Donc on en a publié un extrait et c'est en lien avec l'histoire de l'Ontario française, c'est en lien avec Ottawa aussi. Vous allez voir, c'est écrit de façon délicieuse, c'est très très intéressant. Et finalement, j'ai pas vu, je sais pas si elle est là ce soir, mais Christine Landry Matamoros qui nous écrit au sujet, encore une fois, un peu de la génétique et qui explique, entre autres, que les femmes, génétiquement, sont mieux disposées que les hommes à résister au stress et il n'y a personne qui est surpris ici, et aux crises et aux grosses crises de la vie. Et entre autres, il y a des études scientifiques qui ont été publiées récemment qui montrent que dans des situations de famine, de guerre, de déplacement, c'est tous des sujets qui intéressent l'histoire du Canada, les femmes s'en sortent mieux et transmettent ces gènes-là aux descendants. Donc, c'est encore une fois une façon dont le chaînon innove et va dans des directions qui, je pense, sont très, très intéressantes. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au sujet de ce numéro du chaînon, mais c'est pas terminé parce qu'on a plein de gens qui vont en parler. Et là, maintenant, j'ai le grand plaisir de présenter Sœur Huguette Parent, qui est la personne qu'on doit remercier pour l'invitation ici ce soir. Sœur Huguette que je connais depuis quand même plusieurs années, qui est une grande amie du secteur du patrimoine, de la généalogie, de la culture franco-ontarienne. Alors, Sœur Huguette Parent, je souligne qu'elle célèbre cette année son 65e anniversaire d'entrée chez les Sœurs de la Charité. Sœur Huguette a été enseignante un peu partout en Ontario, à Bourgette, à Ottawa, Moonbeam, Sarnia et 25 ans à Sudbury. C'est aussi une historienne qui a fait un baccalauréat, une maîtrise, des études de doctorat en histoire. Elle a été présidente de la Société historique du Nouvel-Ontario dans les années 1980. Elle a été directrice du département de recherche et des archives de la Conférence religieuse canadienne dans les années 90. Et moi, je retiens en particulier qu'elle a été présidente du ROPFO, le regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien, depuis sa fondation. En fait, c'est un organisme qu'elle a aidé à fonder en 1989. Elle a été présidente jusqu'en 1995 et le ROPFO, s'il y en a d'entre vous qui ne le savaient pas, c'est un des deux organismes constitutifs du RPFO, de notre réseau du patrimoine franco-ontarien qui organise cette soirée ce soir. Donc, Sœur Huguette, je vous cède le micro. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais c'était moi. Parce qu'une femme, d'habitude, on ne dit pas son âge. On va pas dire que je suis pas grave.
Bonsoir à chacun et à chacune de vous. Vous êtes nombreux, c'est agréable. Vous êtes si inquiétés pour rien. Mais tu m'avais dit que tu viendrais. Je suis vraiment heureuse de vous inviter, de vous accueillir ici au couvent Mont-Saint-Joseph pour le lancement de la revue Le Chaînon. C'est un numéro bien spécial. Il vient de nous dire tous les articles intéressants qu'il y a, mais il y en a d'autres dont il n'a pas parlé. On voulait souligner dans cette revue le 200e anniversaire d'Élisabeth Bruyère, mais aussi le 173e de son arrivée à Baïtan, 1845. Quand M. Khalid, là, il m'a demandé d'écrire un article dans la revue, j'en ai écrit plusieurs. Alors j'ai dit, je vais te trouver des personnes, et j'en ai trouvé 4 qui ont accepté d'écrire dans ce chaînon. Sœur Rachel Wattier, notre animatrice générale, notre supérieure générale, elle est absente, elle ne pourra pas vous parler. Mais j'ai aussi Sœur Mariette Séguin, quelque part. Elle est membre du conseil de la province religieuse. Et j'ai aussi Louise Séguin, qui est notre muséologue. On peut voir beaucoup d'articles à l'Internet. Et il y a aussi Lucille Beauchamp, parce qu'elle a travaillé chez Mère Bruyère. Elle vous dira pourquoi. Mais c'est à moi, à qui revient le privilège et l'honneur de vous présenter Élisabeth Bruyère comme vénérable, en collaboration avec le réseau du patrimoine franco-ontarien et tous nos parents et nos amis, avec vous. Je voudrais vous inviter à honorer cette femme audacieuse, dynamique, dont la charité était sans frontières, dans le partage avec les membres souffrants du peuple de Dieu. Dans l'Église, une personne est proclamée vénérable parce qu'elle a pratiqué des vertus héroïques pendant toute sa vie. Cela signifie qu'elle a pratiqué des vertus humaines et chrétiennes, selon les exigences de l'Évangile. Des vertus chrétiennes et humaines de bonté, de courage, de tendresse, de bienveillance, de pardon, de discrétion, de respect. Tous ces actes posés au cœur du monde de son temps peuvent être ceux de la majorité des personnes, des actes simples de la vie courante. La manière de les accomplir révèle un motif surnaturel de foi, d'espérance et de charité. Cette disposition vertueuse, pour être vénérable, doit être maintenue toute la vie de la personne, malgré les obstacles et les difficultés. C'est au cours d'une audience accordée au cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation des saints à Rome, pour proclamer des saints, le 14 avril 2018, le 14 avril dernier, que le pape François, et vous avez vu, Sœur Jacqueline a mis une photo, a signé le décret proclamant Élisabeth Bruyère vénérable. C'est pour toute la congrégation des Sœurs de la Charité d'Ottawa et pour l'Église universelle une grande joie. C'est une nouvelle qui fait plaisir à tout le monde, pour toutes les religieuses. Elle engage tout le monde, et surtout vous, ici ce soir, à la faire connaître et à la faire aimer comme vénérable Élisabeth Bruyère. Monseigneur Terence Prendergast a invité tous les fidèles du diocèse la semaine dernière à une grande fête à la cathédrale. C'était magnifique.
ça me tenterait même de dire émouvant, de voir tout ce monde dans la cathédrale invité pour célébrer la vénérable Élisabeth Bruyère. Quand une personne est proclamée vénérable, c'est la première étape vers la béatification et la canonisation. Mais pour accéder à la béatification et à la canonisation, l'Église exige des miracles. Mais ces miracles-là, il faut qu'ils soient connus, vérifiés et annoncés. Un miracle, c'est un événement inexplicable humainement et scientifiquement. Ça ne peut pas être expliqué scientifiquement. Le pape François vient de publier une exhortation apostolique. C'est une lettre qu'il envoie à tous les chrétiens du monde. Elle s'appelle « Gaudete et exultate », « Réjouissez-vous », mais c'est un appel à la sainteté pour tout le monde, pas réservé aux sœurs et aux papes, pour tout le monde. C'est un texte savoureux à lire et à méditer. Vous pouvez le trouver à l'Internet. Pour que le monde crie « miracle » par l'intercession de la vénérable Mère Bruyère, il faut la connaître, l'aimer, la supplier tout le temps. C'est donc à partir d'aujourd'hui, plus que jamais, qu'il faut demander à la vénérable Élisabeth Bruyère d'intercéder auprès du Dieu puissant, d'accomplir des merveilles. Hic et nunc, ici et maintenant. Imaginez, dans mon livre que j'ai publié il y a quelques années, je ne dirais pas mon âge, là. J'ai trouvé la semaine passée que j'avais de l'audace incroyable. Même avant que l'Église la proclame, imaginez, mon chapitre 4, il s'appelle « Une renommée de sainteté ». C'est pas peu dire. Je me suis pas seule à avoir trouvé qu'elle avait une renommée de sainteté, parce que je n'étais pas là quand elle était là. Et j'ai trouvé, je vais prendre juste deux témoignages. Le père Tabaret, il était le supérieur de l'université puis des Oblats, il a dit que pour lui, Élisabeth était une femme accomplie sous tous les rapports et une femme avec un grand cœur. Il ajoute, et c'est ça qui m'avait vraiment impressionné, des vertus qu'elle pratiquait là, aussi parfaites, ne peuvent que lui assurer l'entrée immédiate au ciel. Elle était très malade. Et lorsque, dans son agonie, je récitais les prières du rituel pour une personne qui va mourir, et d'ailleurs, elle est morte quelques jours après, il dit, il me répugnait de prier pour elle. Je me sentais plutôt disposée à la prier. Or, on prie des saints et des saintes. Quant à Monseigneur Duhamel, lui, il voulait lui donner un service funèbre extraordinaire parce qu'il disait qu'elle avait été grande, non pas rien que pour l'Église, mais pour tout Bytown. Et il a dit aussi qu'il avait beaucoup de respect pour cette femme. Il dit, la mère Bruyère, là, a été la mère de toute la ville de Bytown, tant elle a fait du bien. Dans mon livre, au chapitre 4, là, il y en a d'autres, des bons témoignages. J'ajoute jusqu'au docteur Taché. Alors, le docteur Taché allait visiter les malades aussi à la maison mère, puis allait visiter les malades de Bytown. Mais c'était un homme politique aussi et c'était un journaliste. Lui, il dit qu'il a vraiment
été impressionné par cette femme. Puis là, j'en dis pas plus long parce qu'on va me faire taire. Alors, vous les lirez dans le livre, puis on va en faire tirer un ce soir. Et c'est le dernier qui me reste, mais j'ai une compagne qui m'a donné un vrai cadeau l'année après que j'avais publié celui-ci, là. Elle a traduit. Alors, il m'en reste quelques-uns en anglais. Alors, j'en ai 3. Et puis, on est supposé d'avoir, avec les petits papiers bleus que vous avez, là, faire tirer. On va faire tirer les anglais parce que je n'ai plus. Alors, demandons à la vénérable Élisabeth Bruyère beaucoup de miracles et parlons d'elle souvent, très souvent. C'est comme ça qu'elle va finir par être puissante pour intercéder en notre faveur auprès du Dieu Tout-Puissant. Merci beaucoup. Fallait venir. Oui. Oui. Sœur Mariette, elle va avancer avec Sœur Lucille et Sœur Louise. Je ne sais pas si quelqu'un peut aller allumer la lumière là-bas parce que ça va être noir un peu dans le coin. On avait choisi des chaises pour vous autres. Comme Sœur Rachel Wattier n'y est pas, vous devez lire le texte dans le chaînon. Je vais demander à Sœur Mariette de nous parler un peu de son article. Si vous voulez venir ici, peut-être c'est plus facile. Bonsoir. Moi, je suis le coup de cœur, je suis à la fin. Alors, je suis surprise qu'on commence par mon coup de cœur. C'est au sujet des cadrans solaires qui sont installés sur la rue Sussex, le côté de l'édifice de la Maison-Mère, côté Sussex et Bruyère. Et je veux parler un peu de ma Bruyère et du Père Allard. J'ai ici un texte des cadrans solaires verticaux de la Maison-Mère des Sœurs de la Charité. Ça vient du site historique dont l'auteur est Sœur Louise Séguin. Elle ne sait pas que je vais en parler, mais je lui ai demandé de me passer ça aujourd'hui. Alors, vous les avez en anglais. J'ai 6 copies. Ceux qui voudront en avoir une copie, je peux vous le donner. Alors, dans ce que j'ai lu sur le Père Allard et Mère Bruyère, je vois qu'ils ont une grande complicité. Ce Père Allard, qui est Jean-François Allard, un oblat, est devenu aumônier de la Maison-Mère en 1849. Il était surtout professeur de géographie, géométrie, grammaire, mathématiques. Alors, c'est à ce moment-là, il devint aumônier de la Maison-Mère et comme professeur de géométrie et mathématiques, il a aidé les sœurs qui étaient en enseignement. Et je peux dire qu'il a formé les sœurs à un enseignement plus poussé. On dit même que ça l'a dépassé des décennies après. Excusez. Alors, ce grand scientifique a grandi au cœur d'une ville, Briançon, France, où se trouve la production des cadrans solaires. Alors, je suis sûre que, comme il était brillant en mathématiques et en géométrie, il allait regarder comment on faisait ça.
Alors, comme passe-temps, il a calculé et construit 2 cadrans solaires verticaux selon les règles de l'art à l'angle des rues Sussex et Bruyère de notre maison mère, et cela avec l'aide de quelques hommes. Même si on essayait d'utiliser des techniques modernes, je ne crois pas que le succès serait meilleur. Leur exactitude n'a pas changé d'un degré depuis que le soleil du 24 mars 1851 promena sur leur tige l'ombre de la grande tige métallique des heures. Alors j'arrive à Mère Bruyère dans ses chroniques, parce que Mère Bruyère, elle a composé les chroniques de 1845 à 75. Et il y a juste durant son voyage en France que quelqu'un a pris la relève. Autrement, c'est elle. Alors, voici ce qu'elle dit. Depuis près d'1 mois, notre père alors s'occupe de nous faire 2 cadrans solaires, à part de celui du gouvernement, qui n'est pas bon. Nous sommes les premières qui avons cet avantage dans la ville. Je crois qu'on est les deuxièmes parce qu'au grand séminaire, Trois-Rivières. Nous trouvons cela bien commode d'avoir l'heure juste et de pouvoir, par ce moyen, bien régler nos horloges. Et le 29 mars 1851, alors il a commencé en automne, alors là, nous sommes rendus à mars, au printemps. Elle note, Mère Bruyère note, aujourd'hui, samedi, notre père alors termine les 2 cadrans solaires. Les hommes défont les échafauds. Ce bon père a eu beaucoup de misère à mener son travail à sa fin. Vu qu'il l'avait commencé tard en automne et que les ouvriers ont traîné le travail qu'ils devaient faire, tel que le plastrage, le peinturage et le reste. Je crois qu'il y a eu des moments de pluie et ensuite des ouvriers qui manquaient. Enfin, aujourd'hui, dit Mère Bruyère, nous avons le plaisir de voir le travail bien achevé et bien joli. Depuis, c'est commode pour nous et pour toute la ville. Ces cadrans solaires, ça j'ai cueilli ça dans des notes officielles, ces cadrans solaires vieux de 167 ans indiquent encore l'heure. Je crois qu'il y a un feuillet, et c'est celui-ci, au site historique qui explique comment lire l'heure de ces cadrans. Plusieurs restaurations ont été faites en 1920, 1944, 1980, 1994. Alors, je laisserai ces explications et vous avez à la fin de votre un petit aperçu de ce que j'ai dit à l'occasion de cette publication. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça, Lucille? Bonsoir. Serguette m'a convaincue d'écrire un article, un texte dans le Chaînon. Je n'étais pas décidée. Mais servir les pauvres, les petits là, jusqu'à 12 ans, je l'ai fait comme privilège. Chez Mère Bruyère, c'est la maison où on donne le linge pour les enfants. Et ça s'appelle chez Mère Bruyère, c'est pas pour rien. Comme vous voyez, c'est bien spécial. Il lui semblait que Mère Bruyère était présente quand on rentre pour aller travailler, recevoir les pauvres. On sent la présence de Mère Bruyère avec nous. C'est bon. J'ai été plusieurs années. Et puis j'ai été heureuse le temps que j'ai fait ce travail-là. J'ai rendu un grand service à bien du monde qui sont venus nous voir. Et je vous invite à lire l'article que j'ai laissé dans le Chaînon.
Merci. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'avoir nommé une maison pour les pauvres chez Mère Bruyère. C'est comme on s'en va chez nous. Alors, je trouvais ça merveilleux, moi. Il y a quelque chose de spécial, c'est que quand vous entrez chez Mère Bruyère, vous entrez dans une cuisine. Alors les gens se trouvent à l'aise quand ils entrent. Ça les dispose bien. Bonsoir. On m'a demandé de lire, alors je vous lis mon article à la page 14 du chaînon. Le panier à ouvrage d'Élisabeth Bruyère. Le 20 février 1845, Élisabeth Bruyère, sœur grise de Montréal, âgée de 26 ans et une poignée de compagnes arrivent dans le milieu défavorisé de Bytown, aujourd'hui Ottawa. Leur mission est de répondre aux besoins les plus urgents, l'éducation des jeunes filles, l'assistance aux pauvres et les soins aux malades. La Providence a voulu qu'elle fonde une nouvelle congrégation, les Sœurs Grises d'Ottawa, dite aujourd'hui Sœurs de la Charité d'Ottawa. Au fil des ans, les filles spirituelles de Mère Bruyère ont continué à souligner son anniversaire de naissance. Comment? Un extrait d'une chronique conservée dans nos archives dépeint comment les sœurs de la maison de Plattsburgh aux États-Unis ont souligné l'occasion. Nous n'avons pas le bonheur d'avoir la Sainte Messe au couvent ni de faire la Sainte Communion, mais nous avons fêté de notre mieux ce jour de grande réjouissance pour les sœurs et les enfants. Nous avions orné dès la veille la photographie de notre mère avec une guirlande de fleurs. Il ne nous reste pas que des écrits sur Mère Élisabeth Bruyère. Nous conservons aussi, en notre site historique communautaire, quelques-uns de ses effets personnels, par exemple le panier à ouvrage qui lui a servi jusqu'à sa mort en 1876. Un jour, Mère Bruyère prit le temps de tapisser l'intérieur, non pas avec du beau papier peint, mais avec du papier de correspondance usagé, car à l'époque, la pauvreté forçait les sœurs à recycler. Ce que Mère Bruyère avait dans son panier à ouvrage, nous ne pouvons le certifier exactement. Nous pouvons toutefois affirmer qu'il y avait une paire de ciseaux, des aiguilles, un dé, du fil et sans doute des ouvrages de broderie. Elle avait tout ce qu'il fallait pour coudre et réparer ses vêtements et ceux des démunis quand l'occasion se présentait. Mère Bruyère s'est aussi sûrement intéressée à des ouvrages à l'aiguille destinés au bazar annuel que les sœurs préparaient afin de ramasser des fonds pour aider les pauvres. Voilà, entre autres, ce que les sœurs ont conservé de Mère Élisabeth Bruyère, un objet très significatif qui parle de sa contribution au quotidien de la vie communautaire. Merci. Y aurait-il des questions à nos religieuses qu'on pourrait ajouter? Il fait trop chaud? Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires ou des questions sur Mère Bruyère, c'est le moment. Sinon, je vais... une question. Oui, je suis curieuse. J'ai lu quelque part que les Irlandais, il y aurait des Irlandais qui seraient arrivés à Bytown en souffrant du typhus, puis que Mère Bruyère les aurait accueillis au lieu qu'ils soient envoyés directement à Grosse-Île. C'est quelqu'un qui peut... j'ai vu ça dans un recueil d'histoires, de faits historiques écrits par des étudiants des écoles secondaires françaises en Ontario. Je me disais, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver à Bytown s'ils s'en allaient à Grosse-Île? Avez-vous déjà parlé? Dès qu'ils sont arrivés à Grosse-Île, pour commencer, oui. Voici les divisions. Il y en a grand nombre qui sont venus en Ottawa. Les chaînes, ce qu'ils appelaient, pour les accueillir, étaient le long de la rivière. Parce que Mère Bruyère, elle avait insisté pour avoir les lots où nous sommes, là, la maison mère, sur la rivière, pour être proche de la rivière, pour être capable d'aller laver de linge de l'hôpital. Les draps, et tout ça, elle avait tout ça à la main dans le temps. Alors, elle descendait de la côte, elles allaient laver à la rivière. Alors, toutes les tantes qui ont logé
les réfugiés qui étaient pestiférés en même temps, parce que c'était suite à la famine en Irlande avec la récolte des patates. OK, alors il est allé à Grosses-Îles, plusieurs sont morts sur les bateaux, de mort maintenant. Puis à la Grosses-Îles, après ça, ils ont été envoyés à Montréal, à Ottawa. C'est parce que dans ces livres-là, ce sont des récits, comme ce sont des textes composés par des élèves. Oui. C'est pas nécessairement des faits réels, c'est basé sur l'histoire, mais c'est... Merci, je comprenais pas comment est-ce qu'il y avait abouti. Oui, je l'ai vu avec ça. Je l'avais lu aussi. OK, merci. Il ne faut pas tout croire qu'est-ce qu'on lit. Moi, c'est signé Michel. Avoir des erreurs. Oui. Mais ma soeur, c'est quand une situation, une quarantaine, comment ça se fait qu'ils ont quitté la quarantaine pour venir à Ottawa malade? Ils étaient parce qu'ils étaient en quarantaine. Il y a des documents. Je connais personne qui a quitté Grosses-Îles. Il y a des documents qui sont... Il y avait un hôpital, ils ont sur place. Un certain nombre, ils en ont envoyé d'autres parce qu'il y a des églises de Montréal qui sont décédées en prenant soin à Montréal. Alors que nous, toutes les sœurs ont été malades, sauf que personne n'est mort. Oh, les religieux sont Oui. Puis, ma bruyère, parce que le gouvernement avait fait une entente, il donnait une pièce par jour pour prendre soin des gens. Et puis, ça a pris des années après avant qu'elle soit payée. Elle disait toujours c'est l'argent des pauvres, le prix qui nous avait dit. Il avait signé le contrat comme quoi, si on en prenait soin. C'est une époque glorieuse dans l'histoire, mais c'est 1847. On aimerait aussi souligner qu'il y a un texte signé de la part de Mme Brigitte Murray sur Élisabeth Bruyère dans le numéro, dont on n'a pas souligné au début. Donc, allez lire, ça s'intitule « Il y a 200 ans naissait Élisabeth Bruyère, celle qui était destinée à devenir mère Bruyère. » Donc, allez lire cet article-là aussi pour plein d'autres informations sur Élisabeth Bruyère. Elle est ici, Brigitte. Oui, bien c'est ça. Elle est arrivée au début, donc on vous la présente. Vous pouvez vous lever si vous voulez. Donc, donc si vous avez d'autres commentaires ou questions sur Mère Bruyère, c'est le moment. Mais vous pouvez toujours les poser après. Peut-être rappeler qu'il y a un beau monument en mémoire de Mère Bruyère à Beechwood. Il y a toute une belle place qui s'appelle Place de la Charité. Alors, allez-y, c'est très beau. Dans le cimetière Beechwood? Oui, dans le cimetière Beechwood. Et ça donne qu'il y a une tournée du cimetière Beechwood, je crois, demain soir. Non, c'est Notre-Dame. Notre-Dame, pardon, je me trompe. C'est juste à côté. C'est juste à côté, donc vous pouvez aller voir en même temps. Excellent. Donc, on vous invite maintenant à participer à notre premier tirage de la soirée. Donc, je vous invite à prendre votre petit... Ma feuille est grande, la vôtre est petite. Mais votre feuille jaune. Indiquez votre nom à quelque part sur la feuille et répondez à cette question ici. Quel nom porte le village natal de Mère Élisabeth Bruyère? Quel nom porte le village natal de Mère Élisabeth Bruyère? Non, je ne sais pas. Et je pense que Mère Bruyère serait d'accord qu'on recycle une boîte des chaînons pour pouvoir recueillir vos bulletins. Donc, on va inviter, on a 3 filles qui vont nous aider à recueillir vos réponses. Il y a plusieurs livres qui vont être tirés. Donc, on a 3 livres en français et 3 livres en anglais qu'on va tirer parmi ceux qui ont la bonne réponse. Elle est au Canada.
Donc, si vous avez une réponse et vous êtes prête à mettre votre réponse dans la boîte, peut-être levez la main, puis on va passer le recueillir. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et votre réponse à la question. On vous rappelle, il faut mettre votre nom sur votre réponse, sinon on peut l'attribuer à n'importe qui. Donc, si vous voulez vous-même avoir le prix, mettez votre nom et la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Votre dernière chance. Donc, pendant que notre prochaine conférencière parle, les filles feront le tri de vos réponses. On mettra ensemble toutes les bonnes réponses, puis on fera le tirage pour les livres suite à la prochaine conférence. Notre prochaine conférencière explique peut-être pourquoi il y a tellement de monde ici ce soir. Vous êtes plus de 70 personnes recueillies pour le lancement de ce numéro du Chaînon. C'est le plus grand lancement à ma connaissance. Je ne suis pas ici depuis très longtemps, mais je suis vraiment impressionnée. Mais je me dis, c'est peut-être parce que cette lauréate du prix Michel Prévost en février 2018 n'était pas présente, contre son gré évidemment, mais n'était pas présente en personne pour recevoir son prix. Donc vous êtes peut-être nombreux à vouloir la rencontrer et l'entendre dire un petit mot. Donc j'invite maintenant Danielle Carrière-Paris à venir nous parler de son article sur M. Hamel. Bonsoir tout le monde. Je tiens à préciser, d'abord je voulais remercier Michel Prévost, parce que c'était définitivement pas par manque d'intérêt que je n'y étais pas. J'ai appris la nouvelle de ma nomination et de gagner la veille de départ pour un voyage. Alors c'était pour moi une très belle surprise, mais c'était un peu doux amer que je quittais parce que j'aurais voulu être là, mais quand même, merci encore une fois. Alors, ce soir, je vous parle de quelqu'un que je peux considérer mon ami, Jean-Marc Hamel, que j'ai eu le privilège d'interviewer à l'automne dernier. Jean-Marc Hamel est un homme qui a eu un gros impact pour la démocratie canadienne. Il a été directeur général des élections, qui est ici ce soir, c'est mon ami. Et puis, c'est avec beaucoup d'humilité que l'homme d'exception a accepté de faire l'objet de mon récit. Lors de notre entrevue, on a convenu que ce serait un travail partagé. Alors, si vous regardez dans le chaînon de la page 15 à la page 25, il y a différents articles. Alors, quand je dis partagé, on avait convenu que moi, j'écrirais sa biographie, qu'il m'a raconté, évidemment, il m'a raconté sa vie. Il écrirait sur une institution sur laquelle, l'évolution d'une institution qu'il a dirigée pendant plus de 24 ans. Et puis, le généalogiste de Maison du Chaînon éclairait un peu sur la généalogie de Jean-Marc. Alors, je me permets de vous parler très brièvement de sa vie, parce que vraiment, je vous encourage à lire l'article. Il était le fils de forgeron Lorenzo Hamel. Il est le 10e enfant d'une fratrie de 11. Il a une longue vie, mais qui est passée d'une pauvreté extrême à une vie confort.
quand on parle de pauvreté extrême, on parle de quelqu'un qui a vécu dans une maison à l'étroit avec 11 enfants et les parents. Pas de chauffage, pas d'électricité, on se lavait à l'hiver, on casse la glace un petit peu la main. Sa mère faisait la lessive avec la neige qu'elle faisait fondre pour pouvoir faire la lessive. Puis, à compter du mois de mai jusqu'à l'automne, Jean-Marc marchait pieds nus parce que tout simplement, il n'y avait pas de souliers. Alors, je veux juste vous dire, ça vous un peu d'où vient Jean-Marc Hamel. À l'âge de 13 ans, il est devenu orphelin de père et il quitta Lotbinière où il habitait pour se rendre à Québec où il a entrepris des études. Sa famille l'encourageait, c'était aussi une façon d'améliorer son sort. Il faut dire là, que même à Québec, ce n'était pas encore les gros chars, c'est parce que, je veux dire, il habitait dans une chambre, il était chambreur, ça coûtait 1,75 $ pour vivre là. Et puis, mais Jean-Marc était et demeure très ingénieux. Il a fait de la révision de thèse d'étudiants, parce qu'il avait un français impeccable, 5 $ la thèse. Il a été chantre à l'église et puis aussi soliste. Éventuellement, ça lui ramenait peut-être 5 $ par mois, mais à l'époque, chaque messe, quand on était, c'était 35 sous de la messe. Il fallait se lever de bonne heure. Ainsi, à coup de sacrifice, il a obtenu un bac en commerce et puis une maîtrise en administration de l'Université Laval. Il a épousé Jacqueline Lapointe en première noces. Il a eu 2 enfants, 2 fils. Puis à cette descendance s'ajoutent 5 petits-enfants, puis 3 arrière-petits-enfants. C'est un peu, il a marié aussi en deuxième noces Micheline Paris, née des Roches, qui, soit dit en passant, est ma tante. C'est une coïncidence là, que j'interviewe Jean-Marc, mais je veux juste vous dire. Puis elle est ma tante par alliance. Parmi les réalisations professionnelles de Jean-Marc au sein de la fonction publique, il a d'abord travaillé à Montréal, puis à Québec, où il fut responsable, entre autres, de la gestion des postes de l'Est de la province de Québec. Puis en 1957, il fut appelé par le commissaire de la Commission du service civil pour se joindre à leur équipe à Ottawa. Au bout de 3 ans, Jean-Marc Hamel devenait le premier secrétaire bilingue. Monsieur Hamel a fait plusieurs autres choses, mais parce que je suis limitée en temps, je vais vous dire qu'à ce moment-là, Jean-Marc a aussi travaillé comme consultant pour 1 an au sein pour la restructuration organisationnelle de l'administration de la Chambre des communes et du Sénat. Ce fut un moment charnière pour lui. Puis, sans savoir, on se préparait à ce qu'il devienne éventuellement le directeur général des élections, un poste sur lequel il s'est démarqué. Il faut comprendre qu'un poste de ce genre, c'est différent, autant que c'était au même niveau qu'un poste de sous-ministre. Ceux qui connaissent un peu la fonction publique, où j'ai travaillé depuis 35 ans et demi, c'est que les sous-ministres sont actuellement nommés par le gouverneur général en conseil. Mais dans ce cas ici, ce genre de poste ici, qui, selon Jean-Marc Hamel, c'est un concept d'un responsable de l'administration des élections, imputable aux élus, indépendant du pouvoir exécutif, demeure unique au monde. Dans ce sens que, pour qu'il soit nommé, il a voulu être nommé à l'unanimité. Il fallait qu'il soit élu par les députés à la Chambre des communes. Il n'était pas une personne élue, il était un fonctionnaire, mais pour obtenir le poste. Et puis, il faut dire que M. Hamel s'était fait déjà des amis parce qu'il avait travaillé 1 an à la Chambre et au Sénat. Alors, sa personnalité extraordinaire a fait en sorte qu'il a été élu à l'unanimité, même si John Diefenbaker a dû se faire tirer l'oreille un petit peu pour donner son appui à la dernière minute. Alors, au cours de son mandat, il y a eu plusieurs changements. Son mandat a duré 24 ans. De 1966 jusqu'à 1990, où il a pris sa retraite. Il a instauré un climat de confiance et de transparence au sein des élections Canada, qui au départ était enfoui au sous-sol de la rue McArthur à Ottawa et opérait en silence. Il a eu d'importantes réformes électorales qui se sont faites, j'en nomme quelques-unes, où le droit de vote passait de 21 ans à 18 ans, ce qui élargissait le bassin d'électeurs, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui votaient, et on dit, ben, on va élargir le bassin, c'était une façon de le faire.
Il y a aussi on permettait aux citoyens canadiens qui vivaient temporairement à l'étranger qu'on leur accordait le droit de vote. Mais le plus important au niveau de sa carrière constitue un point marquant, c'est la loi sur les dépenses d'élection de 1974. Je dis que c'est un point marquant parce que c'était la première fois qu'on imposait des limites aux dépenses des partis politiques des candidats. On prévoyait le remboursement par le Trésor d'une partie de ces dépenses et des crédits d'impôt pour les contributions aux partis enregistrés et aux candidats. Cette réforme a fait en sorte que le système électoral canadien est devenu un modèle envié de tous. Et je parle d'un modèle à l'échelle mondiale. On venait s'inspirer du modèle canadien. Puis il y a eu, après ça, l'avènement de la Charte des droits et libertés en 1982, qui enchassa le droit de vote pour tout le monde, pour tous les Canadiens, sous réserve de limites raisonnables. Ça voulait dire qu'on pouvait aller devant les tribunaux si on pensait que nos droits avaient été brimés. Je souligne aussi que M. Hamel compte parmi les instigateurs de la transition du cours Claudel au lycée Claudel à Ottawa. Il y a un lycée. Et puis, pour ses efforts, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il est aussi un officier de l'Ordre du Canada, un médaillé du Jubilé de diamant. Il a été commandeur de l'Ordre national Bernardo O'Higgins du Chili pour son apport à l'organisation du plébiscite de 1988 qui devait mettre fin à la dictature du général Pinochet. Et la vie continue. Comme vous pouvez voir, M. Hamel demeure encore très actif et il est actif avec son épouse et leurs descendances respectives. Puis depuis 30 ans, il fait partie d'un groupe de sages dont il est le doyen, qui se rencontrent mensuellement pour régler tous les problèmes de la planète. On est en bonne main. Merci beaucoup. Brièvement encore l'article aussi de Mme Thérèse Fleur, qui a été vraiment extrêmement généreuse, tant pour cette couverture ici, pour son temps. Elle a coloré nos vies pendant plusieurs années par ses tableaux, Mme Terre-Neuve et ainsi de suite. Mais elle l'a fait à coup de grands sacrifices. Puis c'est aussi elle qui est une de ses œuvres qui est sur la couverture du livre Raconter Vanille, qui a été publié tout récemment. Bonsoir. Merci. On a maintenant fait le tri de toutes vos réponses, bonnes et mauvaises. Il n'y a que les bonnes réponses qui restent dans la boîte. Et peut-être, on pourrait demander à M. Hamel, de choisir 6 noms ou 6 bonnes réponses, parce qu'on a 6 livres. Corrigez-moi si j'ai tort, Mme Saligan. C'est comme une boîte de scrutin. On peut se fier, je pense, à son honnêteté, étant ses rôles professionnels. OK, parfait. Peux-tu me les amener? Voilà. Donc, celle qui remporte ce livre ici, Élisabeth Bruyère, fondatrice des Sœurs de la Charité d'Ottawa, c'est Danielle Carrière-Paris. C'est quoi la réponse? Oh, pardon, la réponse, c'est l'Assomption. Donc, si vous n'avez pas écrit l'Assomption sur votre petit bout de papier, vous n'avez aucune chance de remporter un livre. Brigitte Murray, vous remportez un des livres One Form of Interculturation of the Chasm of Charity in the Church, Élisabeth Bruyère. Donc, c'est un des livres qui a été traduit. Un des livres qui a été traduit. Sœur Thérèse Lefebvre. Nous avons Le charisme d'Élisabeth Bruyère.
Merci beaucoup. Sœur Noëlla Pitt. Nathalie Monpetit. Et Colette Saint-Denis. On a un autre tirage, mais il n'y aura pas autant de noms tirés. On tirera juste un seul nom. Donc, sortez votre petit bout de papier vert. Écrivez votre nom, parce qu'on a dû mettre à la poubelle des petits morceaux de papier qui n'avaient pas de nom dessus. Donc, écrivez votre nom si vous voulez avoir la chance de remporter un prix. Et la réponse à la question, quel poste occupait M. Jean-Marc Hamel lorsque le Canada a réduit l'âge du droit de vote à 18 ans? Quel poste occupait M. Jean-Marc Hamel lorsque le Canada a réduit l'âge du droit de vote à 18 ans? Et le prix, c'est un exemplaire du dernier numéro du Chaînon. Et si vous en avez déjà, vous pouvez le partager avec quelqu'un d'autre ou vous pouvez choisir un ancien numéro que vous n'avez pas. Donc, si vous avez une réponse écrite sur un petit bout de papier, levez la main puis on vient en chercher. C'est votre dernière chance de répondre à la question. Quel poste occupait M. Jean-Marc Hamel lorsque le Canada a réduit le droit de vote à l'âge de 18 ans? C'est votre dernière chance. Si vous avez une réponse, asseyez-vous. Donc, pendant que les filles font le tri de vos bonnes et mauvaises réponses, je vais inviter Mme Francine Goujon. À venir vous parler d'une confiserie. Vous commencez peut-être à avoir un petit peu faim, mais elle va vous donner encore plus faim. Donc, Mme Francine Goujon est également directrice générale de l'Association du patrimoine familial de l'Ontario, c'est bien ça? Présidente fondatrice, désolée. OK. Bonjour tout le monde. Si vous voulez regarder à la page 27, vous allez voir quelques photos de la confiserie de mon grand-père. Puis moi, je ne lirai pas tout cet article-là
parce que je vais vous laisser le lire, mais j'aimerais juste que vous puissiez revérifier à la page 29, parce que j'ai déjà écrit cet article-là avec le livre de Raconter Vanier, parce que c'est une histoire qui m'a fascinée beaucoup, moi, de mon grand-père, mais j'ai pu ajouter beaucoup d'informations suite à cet article-là que j'ai écrit dans le livre de Raconter Vanier. J'ai découvert que mon grand-père avait ouvert sa première entreprise sur la rue, dans le Byward Market, et non au coin de la rue Saint-André, puis Saint-Paul que j'avais écrit. Puis vous allez voir le portrait, j'en ai une copie en couleur qui paraît encore mieux. Si vous regardez où est le cercle, c'est là où était son petite entreprise, qui était le premier Canadien-Français qui ouvrait son entreprise à l'âge de 17 ans. Puis à ce moment-là, lui-même, mon grand-père, Eustache Goujon, quand il a fondé sa confiserie en 1930, il avait ouvert un petit commerce bistrot au Byward Market. Puis lui-même, il a joué du violoncelle. Vous allez voir une photo de lui qui joue du violoncelle, mais j'ai appris suite à ça qu'il avait même joué du violoncelle pour ce Wilfrid Lollier, qui fait partie de notre descendance à nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai été pas mal fascinée. Puis ça fait partie de mon histoire, de mon propre livre à moi que j'ai écrit. Puis la raison, depuis cet article-là, j'ai retrouvé un cousin et une cousine qui sont les enfants du frère et de mon grand-père Goujon, qui ont 91 ans et 85 ans aujourd'hui, puis ils sont encore vivants, puis qui conduisent leur voiture et qui ont leur propre maison. Donc, c'est pour vous dire, quand on fait de la recherche, plus on découvre des choses, plus on va en savoir plus, mais plus on découvre qu'il y a des gens qui peuvent nous aider aussi. Et puis, fait que c'est pour ça que je vais vous lire ça, mais c'est que c'est incroyable avec la généalogie. J'ai même découvert suite à ça, grâce à cette famille-là, où est-ce que c'est qu'ils ont un chalet à Fort-Coulonge. Ça fait partie même du demi-frère de mon mari, parce que mon mari avait été adopté, mais la famille des Sicard et la famille des Goujon, il y a de la relation à ce niveau-là aussi. Donc, c'est incroyable comment on peut trouver comment le monde est petit. Donc, sans plus tarder, je voulais juste aussi qu'il était très connu pour ses costades et puis ses gâteaux de noces, ces choses-là. C'est lui qui fournissait Canada Packers, Morrison Lamotte, Vachon, et puis c'est Vachon qui a été obligé d'acheter le brevet des galettes Vachon, là, que Mme Lacasse, Mme Vachon elle a appelé Joe et Louis pour que ses deux fils, je ne sais pas si vous avez lu le livre de M. Lacasse qui a écrit sur la famille Vachon dans la Beauce, mais elle avait appelé ça les Joe et Louis pour que ses deux fils reviennent des États-Unis pour travailler pour son entreprise. Donc, avez-vous des questions? Ambrosine, oui. C'était ton arrière-grand-mère? C'est ça, oui, exactement. C'est la première fois que je vois ce prénom. Ah, OK. Ben, il a existé sur le côté de mon mari aussi, en passant. C'est un nom qui était commun dans les 1800, je crois. Oui, parce que j'en connais pas actuellement d'Ambrosine. Puis ma grand-mère, qui était de famille Gouin, était mariée avec Eustache Gouin. J'ai découvert aussi que son frère, c'est parce que ça fait partie de la famille des Jacques, parce qu'elle était une Gouin. Son frère avait un fils, Jacques Gouin, qui était journaliste à l'université, au droit, puis était écrivain. Puis son fils, Michel, habite à Aylmer aussi, puis on se côtoie aussi. On s'est tous retrouvés avec toutes ces choses-là. Donc, sans plus tarder, je vais juste s'arrêter là. Mais si vous voulez en savoir plus, j'en ai découvert même suite à cet article-là, autre information à cet effet-là. Merci. Et malheureusement, on n'a pas prévu des Joe Louis en bouteille. Ça aurait été parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions pour une des contributrices qui a parlé aujourd'hui? C'est une question qui mijote. Oui, M. Louis. Nous avons été, parce que je n'ai pas entendu parler du courant de la vidéo. Le collège Bruyère, les sœurs opéraient ce courant-là. Je suis un ancien du courant de la vidéo. Moi, Michel, je suis pas étrangeant. Il y a 87 ans, on admettait les jeunes garçons. Alors, je suis rentré au couvent de la Rideau. J'ai fait ma première communion dans la magnifique chapelle qu'on voit au centre des arts. Puis,
mes sœurs sont allées au collège Bruyère. Mes 3 sœurs, mes frères sont allés à l'Université d'Ottawa, alors on est de la communauté, réellement. Peut-être une mémoire dans un prochain numéro du Chaînon? Peut-être. On sait jamais. Je pense qu'on aura le plaisir d'utiliser la vaisselle qui vient du couvent, n'est-ce pas? Donc, on a la vaisselle que vous allez vous servir cet après-midi, ça date de quoi, 200 ans, je pense? C'est la Lorido. C'est la vaisselle des sœurs ou des Oh non, non, ça Donc, on se reprend un peu en utilisant la vaisselle, puis on attendra votre mémoire dans un prochain numéro du Chaînon. Est-ce que nous avons maintenant des bonnes réponses dans les boîtes? Dans la boîte? Est-ce qu'on pourrait peut-être demander à Mme Francine Goujon de tirer un nom? Et c'est pour un numéro du Chaînon de votre choix, mais je vous recommande le dernier. Et si vous l'avez déjà, je vous recommande de le partager avec quelqu'un. Ah, OK. Sœur Noëlla Lortie? Sœur Noëlla. Puis la réponse, est-ce que vous savez la réponse? C'était président des élections? Non, il était directeur général. Il était directeur général. Directeur général, mais on lui a laissé passer avec président. Ça devait être. Mais attends, je devrais te dire. Non, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse. Moi, je lui donne. Non. Mais on va tirer un deuxième. Donnez-lui un ancien numéro. Merci. Ah, OK. Elle a dit qu'elle donne un nom. Elle veut un deuxième. Directeur général des élections, Lorraine Beauchamp. Lorraine Beauchamp. Il faut penser de lire la bonne réponse avant. Et on a une dernière question pour vous. Donc, il devrait vous rester un seul morceau de papier, l'orange. Écrivez votre nom dessus. Et ce sera un tirage pour un exemplaire de notre bande dessinée. Donc, répondez à la question suivante. Pendant combien d'années la revue Liaison a-t-elle été publiée? Donc, la revue Liaison qui vient de fermer ses portes au mois de mars, depuis combien d'années la revue Liaison était-elle publiée? 100 ans. Il faut écrire la réponse sur votre petit bout de papier. Moi, je prends la Donc, c'est votre dernière chance si vous voulez vous tenter. Pendant combien d'années la revue Liaison a-t-elle été publiée? Puis si vous voulez une question bonus, Samy vous invite à ajouter combien de numéros ont été publiés. Si vous vous sentez vraiment intelligent, vous pouvez ajouter ça. Mais on demande le nombre d'années que Liaison a été publiée. La page couverture du premier numéro, il y a combien d'années? Avant de passer au remerciement, je pense qu'il y avait quelqu'un dans la salle qui voulait faire une petite annonce. C'est le moment. Il n'y a pas d'autres petits bouts de papier? Merci. Mon nom, c'est Marc Raël et je suis probablement un descendant d'un pestiféré
miraculeusement guéri par Mère Bruyère. Car mes ancêtres ont élu domicile à l'île du Grand Calumet. Et Ottawa, Bytown, à ce moment-là, était un lieu de passage. Et mon ancêtre le plus ancien, en provenance d'Irlande, à peu près 1819. Donc, il a peut-être travaillé au canal. Et je vais peut-être découvrir un peu plus son sujet avec l'aide de Francine. Mais une chose que j'aimerais souligner, c'est que Mère Bruyère, elle représente beaucoup pour les Franco-Ontariens. Parce que si on a une sainte, un jour, ben, ça va être la sainte des Franco-Ontariens. Et je pense qu'elle mérite bien le titre de maire de Bytown. Parce que quand on pense un petit moment à tout ce qu'elle a mis sur pied, qu'elle a créé quand même en assez peu de temps, parce qu'elle n'a pas vécu jusqu'à 90 ans. Elle est morte en 1875. Puis, il y avait un membre de sa famille qui vivait en Ontario, précisément dans le village où j'habite, à Embrun. Et on a des représentants de cette famille ici, des Bruyères, d'Embrun. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué dans la salle qu'il n'y avait personne d'autre que moi qui portait des bretelles. La raison pour ça, c'est bien simple, c'est parce que je voulais me les péter. Je veux partager avec vous une fleur qui est dure comme du roc. En fait, elle va être en granit. Depuis plusieurs années, on n'a pas eu d'émergence, si vous voulez, sur notre territoire franco-ontarien, d'un monument de la francophonie. Et puis, sur les ondes d'Unique FM, à tous les jeudis, j'essaie de donner un petit rapport au sujet d'où nous en sommes rendus avec notre cueillette de fonds. On voulait un monument qui est plus beau que celui de Cornwall, plus beau que celui de l'Université d'Ottawa. Impossible! Alors, on s'est fixé un objectif qui était 300 000 $. Je regrette de vous dire que nous sommes rendus à 362 000 $. On a dû modifier nos plans et ajouter des plaques dans le bas pour satisfaire à cette demande, qui n'est pas tout à fait terminée. Pour ceux qui voudraient avoir leur nom sur un monument autre que sur une pierre tombale, vous êtes invités à participer. Minimum, évidemment, 300 $ pour votre nom. Maximum 31 caractères. Alors, c'est avec beaucoup de fierté que la communauté d'Embrun, le 25 septembre dernier, a mis sur pied, si vous voulez, le projet avec le club, parrainé par le Club Richelieu, de ce monument à la francophonie. Ceux qui diront que la francophonie est à moitié morte, n'oubliez pas de leur répondre que la francophonie est très vivante. Et de plus en plus vivante, plus qu'on avance dans la vie. Les thèmes de notre monument, au point de départ, étaient trois: l'agriculture, la religion et puis l'éducation. Parce qu'on a eu une école modèle en vrai. On a eu les frères de Sacré-Cœur. Et pendant, j'avais mentionné, je pense que Mère Bruyère a visité Embrun en 1865. Je ne suis pas certain si elle a visité son frère ou non, mais sans aucun doute. Oui, exact. Oui. Et 20 ans plus tard, en 1888, alors les sœurs de la Charité, les sœurs grises autrefois, ont pris en main, si vous voulez, l'éducation dans le village et ont mis sur place, si vous voulez, ont organisé la première école du village. Et elles ont été là de 1888 à 1998. C'est bien malheureux qu'elle soit partie avec le verglas, parce qu'entre autres, il y avait sœur Denise Rémillard, qui est ici, qui nous a enseigné ici à Embrun, qui a enseigné à mon fils. Et puis, elle a tellement d'élèves que l'automne dernier, au souper, si vous voulez, paroissial de la Moisson, sœur Rémillard a été
applaudi chaleureusement pendant plusieurs minutes, disons par toute la population d'Embrun, qu'elle a servi avec beaucoup de cœur. Je vous remercie, Sœur Denise. Merci de votre présence, merci de cette occasion. Et puis, n'oubliez pas, si vous voulez inscrire votre nom, ça presse. C'est un très beau projet. Je vous rappelle qu'on pourrait garantir la publication de Le Chaînon pendant au moins 10 ans avec 360 000. Et pour 300 $, on mettra votre nom n'importe où sur le Chaînon. Oui, Michel. Je voudrais faire une petite nuance, un autre chapeau comme président de la Société d'histoire de l'Outaouais. Je dis toujours que la rivière des Outaouais ne doit pas être une frontière ici quand on fait l'histoire et le patrimoine. Et Mère Bruyère, c'est un très bel exemple. Les gens de l'Outaouais sont très, très fiers aussi de Mère Bruyère. Et je vous donne 2 exemples. Quand il y a eu la fusion en 2002, on ne voulait plus de doublons. Et il y avait 2 rues Élisabeth Bruyère. Alors, on a fait un compromis parce que les gens ne voulaient pas perdre ce nom-là. Alors, à Gatineau, il y a la rue Bruyère et la rue Élisabeth Bruyère. Autre chose, vous entendez beaucoup parler du quartier du musée au centre-ville où on veut construire une immense tour de 55 et 35 et ces tours-là viendraient complètement écraser une œuvre des Sœurs de la Charité, le collège Saint-Joseph, qui était l'école normale pour tout l'Outaouais. Et cet été, à tous les dimanches du mois d'août, à 13h30 et 15h30, on fait visite historique du quartier et soyez assurés que quand on arrive au Collège Saint-Joseph, quand on passe devant la rue Élisabeth Bruyère, j'en profite toujours pour rendre hommage à Mère Bruyère. Alors, il n'y a pas juste de ce côté-ci, de l'autre côté aussi, les gens sont très fiers de Mère Bruyère. Est-ce qu'il y en a ici qui ont été de l'autre côté du collège? Ah! Excusez-moi, de l'autre côté, au collège. Le collège Saint-Joseph, c'est une œuvre des Sœurs de la Charité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Je voulais juste souligner et remercier les Sœurs de la Charité pour le don qu'elles ont fait au monument de la femme. Ça serait une bonne transition avec mes remerciements à moi, sauf qu'on a le tirage à faire avant. Donc, peut-être qu'on demande à Nicole de faire tirer parmi les gagnants. Donc, la réponse était 40 ans. Donc, Liaison a été publiée pendant 40 ans et a publié 179 numéros, c'est ça? Donc, Sœur Lucille Beauchamp. On vous remet une copie de notre bande dessinée, qui est d'ailleurs toujours en vente. On vous invite maintenant, après mes remerciements, on vous invite à prendre un petit goûter et une tasse de café, un verre d'eau, une tasse de thé. Et on aimerait remercier d'abord les Sœurs de la Charité d'Ottawa de nous avoir fourni la majorité de ce goûter-là. J'aimerais aussi remercier Marie-Jeanne Meunier, qui est une étudiante d'été au RPFO, qui a préparé les sandwichs, et le métro qui nous a offert des plats de fruits. Donc, autre que ça, mes remerciements, comme toujours, à notre cher rédacteur en chef du Chaînon, Sami Khalid, sans qui ce bon travail n'aurait jamais eu lieu. Et aussi Chantal Lalonde, merci, j'allais dire l'autre mot. Chantal Lalonde, qui est notre graphiste, qui met ensemble, c'est elle qui fait la pagination du Chaînon. Donc, c'est esthétiquement plaisant à lire aussi en raison du travail de Chantal. Donc, on lui remercie même si elle n'est pas ici ce soir.
Et évidemment, Samy vous a déjà remercié les contributeurs et contributrices qui sont ici. Mais je tiens à souligner que n'importe qui peut devenir contributeur ou contributrice au Chaînon. Et vous pouvez profiter du goûter cet après-midi pour venir nous parler de vos idées pour les prochains numéros du Chaînon, parce qu'on espère qu'il y aura longtemps des prochains numéros du Chaînon. Merci. Et merci à notre maître de cérémonie. Oui.